Merci, cher modérateur, chers amis. D'abord, je remercie le comité d'organisation pour cette invitation. C'est un comité que je félicite pour la qualité du congrès. Et j'entame donc cette session sur le cancer avec ma première présentation sur donc la prise en charge de la dysfonction ventriculaire gauche en cas de cancer. Alors, le traitement anticancéreux a bien évolué pendant ces dernières années, mais certes au prix de toxicité, en occurrence cardiovasculaire, qui peut toucher les différentes composantes de ce système, en occurrence le muscle cardiaque. Et là, il y a plusieurs molécules qui peuvent être à l'origine de dysfonction ventriculaire gauche, mais je vais me focaliser sur deux molécules, les anthracyclines et les anti-HER2. Alors, les anthracyclines, c'est une molécule de chimiothérapie ancienne, bien connue. On connaît aussi très bien sa toxicité au niveau du myocarde ventriculaire gauche. Et c'est une toxicité qui passe par un stress oxydatif, par une inflammation des lésions mitochondriales qui aboutissent à une apoptose avec nécrose myocytaire. Et puis, il y a aussi une dysrégulation au niveau du calcium, au niveau du cytosol. C'est une toxicité connue être dose-dépendante et c'est une toxicité qui serait irréversible. Par contre, pour les anti-HER2, c'est une thérapie ciblée, comme le trastuzumab, le pertuzumab. Ils vont se fixer sur le récepteur HER2 de la cellule tumorale. Et donc, ça se donne dans les cancers qui surexpriment ces récepteurs HER2, comme les cancers du sein, c'est le cas de 20 à 30% des cancers du sein, et dans les cancers gastriques. Mais c'est vrai que dans les cancers gastriques, on a moins de toxicité cardiaque parce que ce n'est pas précédé par des anthracyclines. C'est une toxicité qui n'est pas dose-dépendante, donc à tout moment du traitement, on peut avoir une dysfonction ventriculaire gauche et une toxicité considérée théoriquement réversible. Mais c'est quelque chose de nuancé parce qu'on sait très bien que si ce traitement par les anti-HER2 a été précédé par les anthracyclines, il y aura une potentialisation de cette toxicité myocardique dont le caractère réversible est vraiment nuancé. C'est une complication fréquente, c'est à peu près une prévalence de 17% dans cette large revue qui a inclus plus que 6800 patients. C'est une toxicité surtout grave parce qu'on sait très bien qu'elle peut aboutir à un arrêt du traitement anticancéreux et dans ce cas, c'est vraiment une mortalité qui peut être même multipliée par 4 comme dans cette série où on était obligé d'arrêter le trastuzumab qui améliore nettement le pronostic des patients cancéreux. Alors, selon les dernières recommandations de 2022, on a donc une classification de cette dysfonction ventriculaire gauche selon que la forme est symptomatique. Et là, il y a 4 stades selon la sévérité des symptômes. Sinon, c'est des formes qui seraient asymptomatiques et c'est beaucoup plus fréquent en 3 stades. Alors, la première, c'est la forme de dysfonction asymptomatique sévère quand on a une FE qui devient inférieure à 40%. Le deuxième stade, c'est moderate. Dans ce cas, il y a 2 cas de figure. Soit que l'AFE va être abaissée de 10 points et qui va être entre 40 et 49%, ou bien qu'elle est abaissée de moins de 10 points, elle est entre 40 et 49, mais associée à d'autres signes de dysfonction myocardique, à savoir une baisse relative du strain longitudinal global de 15% au moins par rapport à l'état de base, et ou une élévation des biomarqueurs troponine et ou peptides natriurétiques. La troisième forme, c'est la forme mild, modérée, avec une FE qui reste supérieure ou égale à 50%, mais associée à des signes de dysfonction myocardique, à savoir l'altération du strain global et ou l'élévation des biomarqueurs. Alors, on va partir d'un cas pratique, une patiente de la quarantaine qui n'est pas diabétique, n'est pas hypertendue, qui a une obésité, qui est tabagique, un tabagisme actif, qui a été opérée en 2020 pour un cancer du sein, mastectomie. La tumeur surexprime le récepteur HER2. Elle n'est pas au stade métastatique. Elle a reçu une chimiothérapie adjuvante à base d'anthracycline, l'épirubicine, associée au cyclophosphamide et au taxotere, puis de la radiothérapie sur le sein gauche. Et son échographie qui est faite en ville a montré en pré-chimio une fraction d'éjection à 60%. Elle nous a été adressée au laboratoire d'échographie après 2 cycles de trastuzumab. Et là, on trouve un ventricule gauche qui commence à se dilater, un diamètre télésystolique à 42 mm, avec un début d'altération donc de la fonction ventriculaire gauche, une fraction d'éjection estimée à 44% en Simpson biplan, avec un strain longitudinal global à moins 13%.
Donc, dans ce cas, on est devant une forme asymptomatique, n'avait pas de symptômes, moderate, puisque l'AFE a baissé de plus de 10 points par rapport à l'état de base, avec une FE qui restait entre 40 et 49%. Alors, la première question qu'on peut se poser, est-ce que ce patient réellement était à risque de développer cette toxicité cardiaque? Alors, si on se réfère effectivement à la stratification du risque qui est avancée dans les recommandations de 2022, c'est une étape essentielle à faire avant tout début de chimiothérapie et de traitement anticancéreux. On trouve chez cette patiente 4 facteurs qui sont l'utilisation d'anthracycline, la présence de radiothérapie, le tabagisme et l'obésité. En tout, ça nous fait donc 5 points, et donc elle est classée effectivement à haut risque de toxicité myocardique. Alors effectivement, est-ce qu'avec ce haut risque, on devait la prendre autrement? Eh bien oui, ces patients-là, il faut l'adresser au cardiologue au préalable, il faut bien donc les prendre en charge avec une consultation cardiologique et oncologique pour décider éventuellement d'introduire même le traitement cardioprotecteur en classe 2A. Et ces patients, avant tout traitement, devaient avoir un électrocardiogramme, bien sûr un examen clinique, et un dosage une échographie cardiaque, bien sûr, et un dosage des peptides natriurétiques et des troponines. Donc ça, c'est concernant la prise en charge avant le début du traitement. Qu'en est-il de la prise en charge au cours du traitement? C'est là où on a vu notre patiente. Donc cette patiente devait être surveillée de façon régulière, en fait, tous les 3 mois sous trastuzumab. Pour les peptides natriurétiques et les troponines, c'est en classe 2A pour faire donc une surveillance. Et sinon, de point de vue prise en charge thérapeutique, on est donc devant une forme asymptomatique, moderate. Dans ce cas, on est en classe 2A pour continuer le traitement anticancéreux. Donc, heureusement, on est en droit de poursuivre le trastuzumab, mais bien sûr moyennant un monitoring échographique très rapproché pour éviter donc l'aggravation de la fonction ventriculaire gauche. Et certes, il faut instaurer le traitement cardioprotecteur, c'est en classe 1 pour notre patiente. Effectivement, c'est ce qu'on a procédé. On a continué le traitement anticancéreux. En fait, on voyait cette patiente avant toute cure de trastuzumab. Donc, avant chaque cure, on refaisait l'échographie cardiaque. Elle a continué, elle a fini ce traitement anticancéreux avec heureusement une fraction d'éjection à 51%, avec une amélioration du strain longitudinal global qui est passé à moins 17,7%. Donc, cette patiente a passé le cap. Mais ce n'est pas terminé, l'histoire n'est pas finie. On est effectivement dans la rubrique des survivors, donc elle est survivante d'un cancer. Et là, c'est un point fort des recommandations de 2022. Il faut continuer à suivre ces patients. Il y a 2 phases dans la surveillance de ces patients. La première année après la fin du traitement et le long terme. Alors pour la première année, là aussi, il faut stratifier cette patiente. Elle a effectivement 2 facteurs de haut risque qui sont le fait qu'elle était à l'état de base à haut risque de toxicité et deuxième facteur, elle a développé une forme moderate de cardiotoxicité. Donc dans ce cas-là, chez ces patients qui sont asymptomatiques à haut risque, il faut faire une échographie à 3 mois et à 12 mois après la fin du traitement anticancéreux. Et qu'en est-il de la poursuite du traitement cardioprotecteur? Jusqu'à quand on va poursuivre ce traitement? Alors là aussi, c'est assez bien codifié dans les recommandations. On est devant une forme mild ou moderate. Alors dans ce cas, ça dépend de la récupération. Si elle récupère totalement ou pas. Alors si elle ne récupère pas ou partiellement, là il faut absolument continuer à vie ce traitement cardioprotecteur. Si par contre il y a une récupération totale, et bien là aussi la décision n'est pas si facile que ça, il faut qu'elle soit multidisciplinaire et elle va se baser là aussi sur le risque de cette patiente. Elle est à haut risque, donc effectivement chez cette patiente, dans tous les cas, il faut continuer le traitement cardioprotecteur. Alors pour le long terme, donc pour le suivi au long terme, là aussi il y a une stratification et on voit bien que notre patiente fait partie du groupe qui est à haut risque précoce, c'est-à-dire pendant les 5 premières années après la fin du traitement, elle en a effectivement 2 facteurs de risque. Et dans ce cas, pour cette patiente, pour le long terme, il y a certes une évaluation annuelle des facteurs de risque cardiovasculaire qu'il faut toujours bien corriger, mais aussi elle doit avoir une échographie à 1 an, à 3 ans et à 5 ans, puis tous les 5 ans.
Donc, en conclusion, la dysfonction ventriculaire gauche induite par le traitement anticancéreux est une complication fréquente, potentiellement grave, surtout avec les anthracyclines associées au trastuzumab. Le parcours de ces patients a été bien codifié avec les dernières recommandations de 2022, en insistant surtout sur cette stratification initiale du risque. C'est le seul garant pour pouvoir bien planifier la surveillance au cours du traitement et après la fin du traitement. Et ceci ne peut se faire que grâce à une collaboration étroite entre cardio-oncologues, oncologues, radiothérapeutes pour garantir la détection précoce de cette cardiotoxicité, instaurer à temps le traitement cardioprotecteur et effectivement éviter surtout le gros souci d'interrompre le traitement anticancéreux. Je vous remercie.